Bonjour et bienvenue à Électron Libre, la dernière de la saison, ou encore cette fois-ci, on va vous parler de sujets surprenants, intéressants ou pas, selon vos goûts. Toujours mes fidèles collaborateurs Mélanie Saint-Germain. Bonjour Mélanie. Et Francis Côté. Bonjour Francis. Bonne nuit. On va cette semaine parler de plein de choses. On va avoir une chronique beauté. On va parler de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Et on va parler aussi de la répartition géographique des religions. Oui, c'est ça qu'on va parler pour cette dernière émission. Mais avant toute chose, la question du jour. Oui. Pour quelle cause est-ce que vous seriez prêt à donner du temps et ou de l'argent? Y a-t-il une cause qui viendrait vous chercher assez pour dire... Je peux commencer? Oui, vas-y. Moi, je suis pas tellement en cause. Tu sais, Non, c'est ça, hein. Je me suis posé la question. Mais il arrive des choses dans la vie, des fois, qu'on s'attend pas. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans des causes à partir de ce moment-là. Moi, mon garçon, il est devenu diabétique. Et c'est une cause dans laquelle, ben là, tu te mets à aller, tu te mets à donner des sous, à faire des choses parce que tu trouves ça important. Fait que, moi, je pense que ça va beaucoup avec ça, là, dans mon cas. Tu sais, il y a plein de causes que j'aime, mais j'essaie, moi, beaucoup par l'éducation, plutôt de sensibiliser les gens plutôt que d'investir de l'argent, en fait. Mais ça, c'est une cause qui m'a plus touché. Bien, moi aussi, on parle de cause. Selon moi, c'est très, très large. Là, Oui. On peut s'investir, mais moi, c'est la culture, le développement de la culture en région. Je trouve ça important. J'aimerais ça avoir encore plus de temps. J'étudie là-dedans, justement, pour pouvoir, après ça, arriver avec mes grands chevaux et dire, OK, on développe, on montre, on éduque les gens, on montre ce qu'on peut faire. On en parlait justement, toi et moi, ce matin. Ben oui. Je trouve ça important. Fait que moi, c'est un peu ce qui me touche beaucoup. J'ai hâte de te voir sur tes grands chevaux. Parce que là, tes petits poneys, C'est là. ça. J'ai-tu fait ça? Toi, Francis? Ben oui. Moi, je donne pas mal toujours aux mêmes organismes au niveau des sous, mais au niveau du temps. Un jour, quand nos enfants seront plus vieux, on va être famille d'accueil. C'est clair que nous, ce qu'on aimerait, c'est pas les bébés, mais les poquets de 7 à 14 ans, là, qui ont une famille tout croche, qui ont besoin d'un break. Nous autres, c'est clair qu'on aimerait ça. On va le faire un jour. Pour l'instant, les enfants sont encore petits, mais ça va venir. Oui, c'est correct. C'est Bon, qui a le goût de commencer? Mélanie, je vais t'envoyer, toi. Tu nous as parlé d'art, ça m'a touché. Je veux que tu nous parles de c'est quoi une œuvre d'art? Là, c'est un sujet, oh mon Dieu, impossible. Je ne sais pas si je vais être capable de finir ce que je veux commencer en 4 minutes, mais je vais essayer de vous vulgariser ça le plus possible. Tu as dit à un moment donné, c'est quoi une œuvre d'art? Qu'est-ce qui fait que c'est une œuvre d'art? T'sais? Moi, j'ai décidé de parler de Marcel Duchamp. Oui. Justement, pour essayer de vulgariser, pour vous apporter à réfléchir ce qu'est une œuvre. OK. Marcel Duchamp, dans les années, a été un artiste dans les années, il est né en 1880 quelques, puis il a surtout été prolifique dans les années début 1910, 15, 20. Puis c'est un peintre et un plasticien. Il est reconnu aujourd'hui comme étant l'un des artistes ayant le plus influencé les mouvements comme Fluxus, l'art conceptuel, puis tout ça. André Breton, des surréalistes, le nommait comme l'homme le plus intelligent du 20e siècle. OK. Selon André Breton, qui est le père du surréalisme, on s'entend. Il faut se ramener aussi dans le contexte social de l'époque où la modernité, une grosse rupture avec le passé, l'industrialisation, les usines qui arrivent de force, prolétariat, on sort les paysans des champs, on les envoie dans les usines, il y a de la production de masse. On est un peu dans ce contexte historique-là. Les peintres, à ce moment-là, on voit surtout, et là je passe des bouts, c'est impossible de tout parler, mais à ce moment-là, les impressionnistes, on sort les peintres des ateliers, on les envoie peinturer dehors. Il y a la peinture en tube qui est formidable à ce moment-là qui arrive. Et on peut aller peinturer à l'extérieur. Donc là, on fragmente la réalité, on commence à faire du pointillisme, on construit on peint le mouvement, le temps qui passe. Et là, il y a une grande révolution au niveau de la peinture à ce moment-là. 1912, Marcel Duchamp, qui fait déjà beaucoup de peinture à l'époque, est refusé dans à peu près tout ce qu'il y a de musée des beaux-arts, refusait à beaucoup d'endroits. Et en 1912, il fait une œuvre qui s'appelle Nu descendant l'escalier. Il fait encore face à un refus au Salon des indépendants. Et là, le jury, ça se trouve être ses amis. Et là, il y a beaucoup de peine. Ouais. Et lui, à ce moment-là, où ses influences, c'est surtout Cézanne, des grands peintres, puis tout ça, de cette époque-là, il se dit, moi, je veux redéfinir c'est quoi une œuvre d'art. Qu'est-ce qui fait qu'on a affaire à une œuvre? Parce que tu as des grands noms, que je nommerai pas, mais bon, les grands noms de l'époque, qui vont produire des tableaux à la chaîne et qu'on sait pertinemment qu'avant même que le tableau soit fini, il va déjà déjà valoir beaucoup d'argent. Il va être pris dans le Salon des Beaux-Arts, ça c'est sûr sur ça. Fait que lui, il remet en question les critères d'une œuvre d'art. Il fait à ce moment-là son tout premier ready-made.
Redis-moi ça. Un ready-made. OK? OK. Ici, on a Fontaine. Ils voulaient tester les organisateurs à savoir s'ils accepteraient cette œuvre-là. OK. Il l'a signé, je ne sais pas si vous le voyez, Hermut, 1917. Ici, on parle. Et ça devient le symbole de l'anti-art. Il va choisir, on le voit tout de suite, un objet qui va faire réagir. Ici, c'est une urinoir. Et là, je vous explique. Le choix de ces objets à Duchamp devait être fait sur une base de totale indifférence. Ici, il a pris un objet qui est produit à la chaîne, qui est produit dans les usines, et il a donné les caractéristiques d'une œuvre. Il a changé la fonction première de cette urinoir-là, il l'a déposé sur un socle, et il a signé le nom d'un artiste. Là, à partir de là, on a un nouveau point de vue. On a une nouvelle pensée pour l'objet. Ce n'est plus une urinoir. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Pourquoi? Là, c'est ici que Marcel Duchamp apporte le concept d'idée plutôt que d'objet. Qu'est-ce qui est important d'une œuvre? Est-ce que c'est l'objet? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est la notoriété de l'artiste? Ou si c'est l'idée derrière cette œuvre-là? OK. C'est important de se demander aussi quel rapport qu'on fait entre la technique et l'idée. Parce qu'ici, on s'entend, là, n'importe qui peut faire ça, là. Mais le gars, il a pensé de prendre un objet et de lui donner une autre perception visuelle. À partir de là, chaussure, c'est sûr que Duchamp a mis en lumière que l'idée prônait vraiment sur l'objet d'art, qui ici est ça a fait scandale. Là. Ben oui, ça a fait scandale, ça a été sorti. Et là, moi, ce que je vous pose comme question, c'est est-ce que la notoriété d'un artiste puis les discours que l'œuvre va générer, est-ce que c'est ça qui fait une œuvre d'art, tu sais? Ou c'est l'idée derrière ce que l'artiste veut dénoncer? Ou c'est l'ensemble de tout ça? Ou c'est l'ensemble de tout ça? Fait que je peux pas tout vous expliquer, c'est sûr, mais je peux vous porter à vous questionner, par exemple, quand vous voyez une œuvre, c'est quoi la démarche de l'artiste? Qu'est-ce qui fait que cette œuvre-là, elle est née? C'est quoi le contexte qui entoure cette œuvre-là? C'est important de réfléchir une œuvre et d'aller plus loin dans l'essence de cette œuvre-là pour justement définir si pour toi ou pas ça te parle. Et si cet artiste-là a une démarche, ou s'il a simplement pris une tasse, il a signé son nom dessus, et il en a fait. Mais Duchamp, c'est ce qu'il a fait. Ah oui? Et selon moi, c'est une des plus grandes œuvres d'art qui existent. Voilà. Ben, merci. Est-ce que c'est clair? Oui, je comprends, mais je maintiens comprends, mon c'est la scepticisme OK, je suis d'accord que c'est la réflexion qu'on en fait, le contexte, ce qu'on la va démarche, qualifier La d'œuvre démarche, d'art, mais oui, ça mais- reste que... Cet homme-là a porté ô combien d'artistes à réfléchir l'art plutôt que de créer à la chaîne. Et ça a créé des mouvements comme l'art conceptuel, ça a créé des mouvements comme Fluxus. Il y a eu une évolution au niveau de la liberté d'expression des artistes grâce à cette fontaine-là. Puis en ce même temps, cas-là- toi, t'as pas si t'aimes pas ça, tu l'achètes pas. Là. Oui, Exactement. mais les gens qui vont être devant ça dans un musée doivent pas s'exprimer ou clamer le génie de cette personne-là en regardant l'objet. Ça, c'est pas du génie. Voilà. Ben, qu'ils se disent, OK, cette affaire-là et la réflexion que ce gars-là en a fait, c'est Voilà. du génie. Mais Voilà. qu'ils disent pas, oh, que c'est beau. Non, Mais c'est Non, mais le c'est- point de départ. Mais c'est- le point de départ, c'est ça le point de reste départ, c'est pas une œuvre. en tout cas. L'idée propre de l'art conceptuel, c'est vraiment l'idée qui prône sur l'objet. Ça, je comprends. C'est mais- ça. Mais en même temps, si on fouille pas sur les artistes à savoir c'est quoi leur démarche, bien on reste dans le superflu. C'est un des défauts souvent des musées où on nous présente Ouais. des œuvres sans nous expliquer la démarche. Voilà. Et ça, moi j'adore les musées Guggenheim qui a les 4 musées à travers le monde parce qu'ils prennent le temps de t'expliquer le Voilà. pourquoi de C'est l'œuvre ça. à la place de te jeter C'est juste important. l'œuvre. C'est sans comprendre. vraiment important Ben, parce souvent que ça, plus sinon, je suis important. très d'accord avec toi. Oui. Ça veut rien dire. Mais C'est comme une tasse. Je suis d'accord. J'ai vu Sillon de terre au musée Louis-Aymon et effectivement, il faut comprendre la réflexion. Bon, ben qu'il y a on en va arrière. arrêter cette chicane sur l'art pour aller dans une autre chicane. Je Ah ouais, t'aime. moi aussi, merci. Je suis d'accord avec toi. On va passer de chicane à chicane, on va parler de religion. Ah mais oui. je voulais pas apporter sur le thème des religions qui a raison, etc., mais de comment les religions se répartissent dans le monde. C'est intéressant de penser à ça parce que je pense qu'on comprend pas nécessairement l'impact que ça peut avoir et surtout on a des choses qu'on pense mais qui sont fausses, en fait. Par exemple, maintenant, les chrétiens. On va commencer par les chrétiens.
Ce qu'il faut comprendre aussi dans le mouvement catholique, c'est qu'il n'y a pas juste les chrétiens. Les orthodoxes, toute l'Église de Russie, les protestants, c'est tous des dérivés de l'Église catholique, des schismes qu'il y a eu pour des chicanes entre des hommes, mais au bout du compte, prêchent la même religion. Aujourd'hui, 25% des chrétiens se retrouvent en Europe, sur la planète, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de chrétiens en Europe, même si c'est là où est né le catholicisme. Le christianisme, en fait, évolue beaucoup plus ailleurs. En fait, en 2010, on trouvait 280 millions de catholiques, 100 millions de protestants et 150 millions d'orthodoxes en majorité russe. Aujourd'hui, la majorité des catholiques vivent où? En Amérique du Sud. Principalement les catholiques et en Amérique du Nord, principalement les protestants. Les chrétiens sont aussi ceux qui sont le plus nombreux en Asie. Et ça, on réalise pas. Ben oui, les Philippines, entre autres, la Chine de plus en plus, etc. Donc, on a beaucoup de chrétiens et en Afrique aussi. Maintenant, on va parler de l'islam. Quand on pense à l'islam, qu'est-ce qu'on pense? L'islamophobie? Non, mais géographiquement parlant? Ben, Moyen-Orient. Moyen-Orient. Quand c'est faux, dans le sens où, en ce moment, l'islam est davantage une religion asiatique. La majorité des musulmans ne vivent pas au Moyen-Orient, mais en Asie. Donc, la majorité ne sont pas des Arabes, mais des Pakistanais, des Indiens, des Bangladais, des Indonésiens. Et c'est là où, dans la vie, il faut faire la différence entre le culte et la culture. L'islam est une religion, c'est un culte. Mais les Arabes, c'est une culture. Je veux dire, en Turquie, c'est l'islam qui prône la religion principale, mais ce sont des Ottomans et non pas des Arabes. En Iran, ce sont des musulmans, mais ce sont des Perses de culture et non pas des Arabes. Fait qu'il faut être capable de faire la différence entre tout ça. Ce que je trouve vachement intéressant. En Europe, maintenant, il y a 16 millions de musulmans, donc à peu près 3 % de la population. 1 % aux États-Unis sont musulmans. Et il n'y a quasiment pas de musulmans en Amérique latine. Faut comprendre aussi que l'islam, et comme la religion catholique, il y a eu des schismes. On parle de sunnites, de chiites, qui eux-mêmes se divisent entre très nombreuses écoles. Puis on a ça aussi au niveau du catholicisme. Ça, c'est des chicanes entre les personnes. Tu sais, ça n'a rien à voir avec la religion. Puis le mot, c'est bon, moi, je crois au pape, à telle affaire. Puis c'est souvent des chicanes géopolitiques. Là. On veut que le Vatican soit la maison mère de l'Église catholique. Non, on veut que ce soit Constantinople, etc. On chicane, on sépare les religions. OK. Ensuite, les hindouistes. Les hindouistes, sur la planète, sont environ 1 milliard. Ce qui est énorme, là. 1 milliard. La grande différence, c'est que 83 % des hindouistes sont en Inde. Donc, c'est une religion qui est moins étendue géographiquement sur la planète, mais il y a quand même 1 milliard d'hindouistes sur la planète. Ils sont tous hindous, mais tous en Inde. C'est ça. C'est un peu l'idée. Le bouddhisme. Moi, j'aime les bouddhistes. C'est vraiment la religion la plus peace and love. Là. Il y a environ 450 millions de bouddhistes dans le monde et ils sont surtout en Asie. C'était d'ailleurs la religion principale, là, entre autres au Tibet pendant longtemps. Mais même là, dans le bouddhisme, il y a différentes écoles. Je n'entrerai pas là-dedans parce que je comprends même pas nécessairement moi-même. Ouais. La religion qui est le plus partagée ou le plus diversifiée géographiquement sur la planète, c'est le judaïsme. Donc, les Juifs, parce que la diaspora juive, elle est importante et disséminée partout à travers la planète. Mais c'est un peu leur mot d'ordre aussi d'aller coloniser. On parle souvent des colons juifs, là, on en parle au Moyen-Orient, mais c'est un peu l'idée. Et la diaspora, elle est très forte, très unie. Les gens s'aident beaucoup. Donc ça, c'est important que c'est un peu... Et finalement, l'animisme. Là, vous allez me dire... que c'est ça, l'animisme. C'est le sang qui manque de fer, d'habitude. C'est ça. C'est, en fait, les croyances traditionnelles, aussi vieilles que l'homme sur la Terre. Okay. On retrouve ça où? Ben, en Amazonie, chez les Amérindiens d'Amérique du Nord, en Afrique subsaharienne, chez les Aborigènes en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les zones arctiques inuites, au Groenland, en Sibérie. Donc, c'est des petites religions qui avaient, donc là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas, mais comprendre que la religion, c'est complexe et c'est aussi partagé géographiquement sur la planète d'une manière différente et le grand mot d'ordre dans tout ça, c'est qu'il faut faire la différence entre le culte et la culture. Ouais. Ça nous évite de stigmatiser et de faire des associations qui sont fausses, qu'on n'aimerait pas faire à notre propre religion. Faisons-le pas.
aux autres religions. Et Dieu sait qu'il y a des associations malsaines qui ont été faites dans les dernières années. Eh oui! Maintenant, Francis, tu vas nous donner... Tu vas faire une chronique beauté. Tu vas nous parler de tes conseils de beauté. J'ai Quoi? hâte. Non, là, écoute, c'est ma 12e, c'est ma dernière, et je me suis permis à quelques reprises d'être un petit peu champ gauche dans mes chroniques. Là, aujourd'hui, j'ai dit, je vais y aller dans les affaires de gars, quelque chose de mâle. Ça parle de quoi, les gars? De sport. De sport. De hockey, ouais. Ça parle de hockey. Ouais, ce matin, ils ont décollé 6 heures du matin une émission sur les transactions de la Ligue nationale de hockey. Ça dure des heures pour Mais dire ils pas disent rien, grand-chose. hein. Là. On parle de quoi? Ensuite, on parle De barbecue. de barbecue, on parle de bière, on parle même de cuisine, c'est vrai. Oui, c'est devenu oui, quelque oui. chose de très mal, la cuisine. Là. Oui, c'est très mal. J'ai des Mais amis, là, tu vas nous parler de beauté, toi, là. Ben, c'est ça. Je me suis dit, je vais aller instruire les hommes. J'ai déjà dit dans une de mes chroniques qu'on devait s'élever au niveau de la femme, qu'on devait prendre soin de nous. D'ailleurs, on voit que Pierre On voit a que taillé sa Pierre, barbe. depuis ce temps-là, on voit que Pierre t'a pris soin de ton corps et je suis certain que ta conjointe l'apprécie. Elle me remerciera avec une eau sucrée à un moment donné. Et surtout, qu'est-ce qu'on ne connaît pas des femmes? C'est-à-dire, à partir d'une forme ovale, comment on va faire ressortir les traits? Elles ont des trucs, les coquines. Quand elles nous font attendre qu'on est en bas et qu'on se dit « c'est donc bien long », ben non, ils font de quoi? Ils font de la magie. Comment on fait de la magie? Bien, j'ai amené un petit kit de magie pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, voyez la tête comme un œuf. Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir? Certaines parties de notre visage. Si on veut être coquin au départ, on va partir du haut, admettons, et tenter de mettre de la couleur. Fait qu'on va utiliser... moi, je ne veux pas qu'on remarque les marques. C'est vraiment des marques que j'apprécie, mais que je n'utilise pas systématiquement. Donc, admettons qu'on veut faire ressortir le dessus de l'œil. On va placer comme ça. C'est audacieux, le bleu. Comment ça s'appelle? Du fard à paupières. Du fard à paupières. Donc, on place du fard à paupières comme ça. Je vais fermer l'œil. Donc, vous voyez que automatiquement mes yeux ressortent. J'ai les yeux bleus et là, c'est comme une touche de magie. Ensuite, on va tenter de faire ressortir l'intérieur de l'œil. C'est-à-dire que le bleu de mon œil doit ressortir et se combiner avec le fard qu'on a placé. Donc, je vais utiliser un crayon. Donc, Je te tienne ton miroir. non, je vais y aller. Et là, on va faire une ligne pour faire ressortir Tu fermes pas le bon œil. comme ça. Et voilà. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un éclat dans mon œil. On veut faire bien ressortir. cerné. Voilà, C'est- c'est bien cerné. C'est bien Si, fait, admettons, les lignes un peu. Oui. je veux faire mettre un petit peu plus de couleur autour de ma peau. Excusez, ça roule, il y a comme un penchant. Hein. On pourrait faire ressortir comme ça, Ah oui. sur les joues. Super efficace. Ça paraît. Ça donne un petit peu de couleur. Moi, je suis daltonien, j'apprécie pas ces contrastes-là, mais tout de suite, je vois dans vos yeux, On est surpris. c'est joyeux. On peut le faire aussi sur le front Ah, et sur oui, le dans bas ton du cas, visage, comme ça dans mon cas. Et idéalement, dans mon cas, pour avoir une certaine uniformité, on le fait aussi sur la tête, On ose. comme ça. On Voilà. ose. Ben oui, toi, tu peux pas, je veux dire, Non, t'as moi, trop je de peux, poids, mais, là. Voilà. Donc, maintenant qu'on a donné un petit peu d'éclat, on va y aller avec le cil. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 grands cils. Pierre, tu as des cils nains. Et Mélanie, on voit que tu as déjà, avant de partir de chez toi, mis en valeur. Utiliser. C'est ça. Chose. Donc, je vais être C'est prudent. un art, là, faire ça. Là. On va voir si tu l'as déjà fait Ouais. pour vrai. Et si jamais je le brise, il y en a une qui m'assassine. Donc, voilà. On donne comme ça un peu d'éclat à son cil. Oh! J'ai la chance d'avoir le cil long. Ouais. Donc, on le voit tout de suite avec... J'espère sincèrement que tu vas te faire arrêter par la police en partant d'ici. c'est Et peut- puis tu le fais sans miroir. Je suis même pas sûre comment je serais capable. Je suis même pas sûr que je peinture la bonne affaire de toute manière. Voilà. Mais oui. vous voyez tout de suite l'effet Ouais. que Ça, mes c'est cils sont mis en valeur. C'est assez impressionnant. Et pour les lèvres, on a tendance à penser que le rouge à lèvres, c'est un outil qu'on se garoche dans le visage. Non, non, non. Il y a une science. J'ai appris qu'on peut utiliser le crayon pour donner la forme au rouge à lèvres. Ta lèvre. Ouais, c'est ça. Et en plus, là, j'ai une barbe. Fait qu'on va essayer de contraster, de ne pas embarquer sur la barbe, mais de faire ressortir ma bouche qui est, avouez-le, assez pulpeuse. Elle est belle, ta bouche. T'as une belle Voilà. bouche. Fait que, J'avais ouais. jamais remarqué du avant aujourd'hui. Comme ça. Là, tu fais le tour. Ah, tu fais le tour. Et en haut, tu veux? tu peux t'organiser pour mettre un petit cœur, là, admettons, comme ça, comme ça, comme ça. Là, on voit tout de suite, ma bouche est beaucoup plus délimitée. Ouais. Maintenant,
il reste le rouge à lèvres, mais il faut être agressif, dans mon cas, parce que j'ai voulu avoir un certain impact et faire ressortir mes lèvres pulpeuses. Si tu y vas avec du rosé, du tan, du saumon, ça ne ressortira pas. Donc, je suis allé avec un rouge pétant pour être certain, effectivement, que si quelqu'un m'arrête en revenant à la maison, il va avoir un profond malaise. Le but, c'est simplement... Est-ce que c'est un longue durée? Je sais pas. Trop de questions. Permanent. Ah oui, ça, je l'ai déjà vécu, ça. Dans un party, il y a quelqu'un qui m'avait prêté le maquillage permanent de sa sœur. C'est moi, ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. J'en ai encore dans la face, d'ailleurs. On colle nos lèvres pour l'étendre. Là, automatiquement, on voit que... Ça change, écoute. Oui, on met en valeur ma bouche et quand je parle, ça n'a pas le même impact. Moi, je suis capable de regarder ailleurs. Je le savais, Mélanie, que j'allais être impressionné. Et finalement, les hommes qui ne savent pas à quoi ça sert. Plusieurs hommes, vous avez vu ça dans votre garde-robe, mais vous ne savez pas c'est quoi. Ce n'est pas pour les ongles. C'est pour recourber le cil. Donc, c'est pour donner une courbe à mon cil vers le haut. Donc, on fait comme ça. On place notre cil à l'intérieur et on pince et on attend. Comme ça. 15 minutes? Non, comme ça. Automatiquement, il devrait avoir une curve vers le haut. Oui, Voilà, comme ça. On fait un même coup de l'autre bord. Vas-y, tu t'es bien pogné la paupière. Et voilà, on voit tout de suite qu'il y a une forme qui a été donnée. Ça Et saigne, je vais regarder, ça saigne, ça saigne de l'œil. Je regarde si j'ai tout utilisé. Oui, j'ai tout mis. Donc, présentement... Tu peux aller chez Noël. Oui. Vous comprenez toute l'essence de la beauté de mon visage. J'ai réussi à mettre mes yeux en valeur, d'utiliser la couleur de mon visage et de donner une teinte à ma bouche. Et je serai maintenant dans vos rêves jusqu'à la prochaine saison, s'il y en a une. Ah, sûrement, mais ou peut-être pas si on a des plaintes, ce qui se peut. Pour rebondir en fait sur ce que tu as dit, je vais parler de mon top 10 cette semaine est sur les déviances sexuelles. J'ai trouvé des déviances sexuelles complètement farfelues et je voulais en faire part parce que pour moi, il y a des choses qui fonctionnent pas. Alors, on entend parler de déviances sexuelles pas plaisantes. Il y en a qui aiment ça se faire attacher ou peu importe. Mais j'ai trouvé des trucs assez étranges. Comme des gens qui sont acrotomophiles. Oh. En fait, c'est des gens... Ce qui les excite, c'est les mognons. C'est les personnes amputées. Non, c'est drôle quand même. Non, mais tu sais, les mognons, c'est aphrodisiaque. Ah, Je ouais. me sais figure pas. Une autre chose, des autonépiophiles. Ah oui, ça, c'est des gens qui ont conservé leur âme d'enfant. Ce qui les excite, c'est de mettre des couches. Ah oui, Oui, on ben, a vu un reportage dans Sexplora, une dame qui a une garderie à adultes, OK. qui aime ça chicaner des enfants et eux autres, Ben, écoute, ça. c'est étrange. On a les hémétophiles, hein? C'est des gens qui trouvent le plus sexy dans la vie, c'est le vomi. Oui. Bon, je passe. Voilà. Les coulrophiles. Hein? Oh, coulrophiles. Ah oui. Eux, ouais. Non. Ce qu'ils aiment, c'est... ce qui les fait triper, c'est les clowns. C'est ça qui les oui. excite. Ah oui, Ah oui, oui. non, j'avoue qu'un kit de ça, de Stephen King, ça Ça peut t'allume. allumer une conjointe. Des Rappelle-toi que t'es maquillée Ah oui, quand en tu vas. plus. Les exobiophiles, eux, ce qui les allume, c'est les extraterrestres. Bon, il y en a qui vont dire c'est compliqué, mais en même temps, ben peut-être qu'eux autres, je sais pas, moi, c'est des gens qui je sais pas moi, qui Ben, qui sont convaincus que leur conjoint. oui, ils écoutent beaucoup de films, ils écoutent Alien en boucle pour faire Fox l'amour. Mulder. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a des nécrodendrophiles. Oh, ça, je sais pas ça, je vais aimer ça. Non, louche. hein? Ouais, oui. En fait, vous allez être surpris. En fait, ce que ces gens-là aiment, OK, c'est des gens, vous allez voir qu'ils refusent de couper les arbres morts sur leur terrain. Parce que ce qu'ils aiment, en fait, c'est de se frotter, le contact sensuel avec des arbres morts. Mort. Morts, c'est qu'ils vont se frotter sur un arbre qui est mort. Ah, Non, mais écoute, ils s'apprennent de C'est tout vrai? pour faire un mot. Non, mais il y a plusieurs cas de cas, excusez, Ouais. mais de oui. moi, Ok. avec une corde de bois, je peux avoir du fun. Encore un, je vais faire une blague de bas étage avec le prochain. Les alectotophiles, hein? Je veux juste vous dire un mot. C'est des gens qui aiment beaucoup fourrer la dinde. Les pédiophiles, il ne faut pas confondre avec Oui. les pédophiles, c'est des gens qui sont attirés par les jouets.
Donc, les Barbie, les G.I. Joe, c'est ça. Fait que pensez, tu sais, qu'ils repensent à l'ours en peluche qu'ils ont eu quand ils étaient petits. Les apotemnophiles, hein, c'est des gens qui tripent sur des malades qui courent après eux avec des scies mécaniques. Ben oui, hein? Pourquoi pas? C'est ça. Qui n'a pas dit à un moment donné, j'aimerais tellement ça? J'aimerais tellement ça me faire courir après. Et finalement, ce que j'aime beaucoup, c'est les abasiophiles. Oui, c'est ça. Ce qu'ils aiment, c'est toutes les personnes, en fait, qui ont des handicaps. Les boiteux, les gens avec des béquilles, des gens avec des chaises roulantes. Oui, c'est ça. Bon, moi, ça rend des gens heureux. Ben, maquillé, j'avais des doutes, mais je me rends compte que je suis assez sain d'esprit, finalement. Ça me rassure. Ouais. Eh bien, on a fini de vous alourdir la vie avec nos sujets complètement farfelus. On a beaucoup aimé faire cette émission-là. J'espère que vous l'avez senti. J'espère que vous serez des nôtres l'année prochaine si cette émission revient. Là-dessus, vous pouvez donner vos commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. On est capable d'en prendre. Vous avez qu'à nous écrire à tvldm9@videotron.ca ou de nous suivre sur Facebook. Vous pouvez aller sur notre tvldm9. Allez aimer notre page, vous allez avoir toutes nos émissions. Alors, vous pourrez même écouter les anciennes émissions, les écouter tout en ligne. Vous allez comprendre beaucoup d'insights qu'on a pu se faire. Là-dessus, merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette saison et suivez toutes nos autres émissions. Merci. Bon été. S'offrir un coin de campagne. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter.